Addiction Rébellion, épisode 8. Garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. Cette phrase, nous l'expliquons petit à petit. Salut à toi, c'est Sophie. Aujourd'hui, c'est lundi. Bienvenue dans l'épisode 8 de Addiction Rébellion, un podcast pour faire le point sur tout ce qu'il faut savoir avant de commencer un sevrage. Ce podcast est un partage citoyen, un retour d'expérience sur un vécu assez dense, et il ne se substitue en aucun cas à une prise en charge médicale. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast et que tu tombes par hasard sur l'épisode d'aujourd'hui, je te conseille d'arrêter ton écoute maintenant et de recommencer par le premier épisode, qui s'appelle Addiction Rébellion, pour commencer. Je te mets le lien vers cet épisode sous l'audio. Les épisodes 1 à 7 abordent des notions qui permettent de comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Et puis dans l'épisode 1, je t'explique qui je suis et pourquoi je me permets de te parler d'addiction. Alors rendez-vous à l'épisode 1 et bienvenue à la case départ. Si tu n'es pas nouveau et que tu suis la progression depuis le début, je te rappelle que même si tu devines en avoir compris assez, pense à bien écouter les 15 épisodes de la playlist pour ne pas louper un truc important et pour vivre une abstinence durable et sereine. Aujourd'hui, je vais me pencher sur certaines croyances que nous avons et qui peuvent venir perturber la sérénité d'une vie abstinente, ou qui peuvent te faire rechuter, ou encore t'empêcher carrément de sauter le cap. On va voir pourquoi ça se produit et comment ça se résout. Avant de le faire, je te rappelle que tu peux mettre en pause l'épisode, prendre des notes, me poser tes questions et réécouter cet épisode ou les autres autant que tu en ressens le besoin. Je vais donc commencer par sonder les fantasmes négatifs qui accompagnent le mot abstinence. Comme petit exercice du jour, je te propose de mettre l'épisode en pause pendant 3 petites minutes pour observer ce que tu ressens quand tu entends le mot abstinence. Pose-toi, respire, prends conscience de ton corps en train de respirer et pense au mot abstinence. Y a quoi qui vient ? Un truc genre une joie intense ou une sensation plutôt plombée ? Une panique ? Une répulsion ? Si ce n'est pas très évident, tu dirais que c'est globalement plutôt positif ou négatif ? Est-ce qu'il y a des mots qui te viennent à l'esprit ? Si c'est le cas, note-les en commentaire pour voir si d'autres que toi pensent aux mêmes mots. Prends le temps de faire cet exercice car c'est utile pour la suite. Il est nécessaire d'interroger la représentation mentale que nous nous faisons collectivement de l'abstinence, et c'est intéressant de fouiller de ce côté-là parce qu'une représentation mentale renseigne sur beaucoup de choses, parfois subtiles, et prédit un certain nombre de réactions collectives et individuelles. En effet, une représentation mentale, c'est un phénomène intellectuel, plus ou moins conscient, plus ou moins structuré, autant personnel que collectif, et chargé de tout un tas d'émotions. Dans un grand nombre de cas, nous ressentons des affects forts à l'égard d'une représentation mentale. Par exemple, il suffit que je prononce des mots comme école, égalité ou écologie pour qu'ils éveillent non seulement des images et du sens, mais aussi un certain type d'émotion, parfois assez prononcée, associée à ces mots. C'est ça, une représentation mentale. Le terme d'abstinence n'échappe pas à ce phénomène. Déjà, rien que du côté des dictionnaires ou de l'étymologie, le mot abstinence n'est pas paré d'une aura très séduisante. L'abstinence, c'est l'action de se priver de certains biens matériels, aliments, boissons, ou de certains plaisirs, notamment ceux de la chair. C'est un terme qui a beaucoup été employé dans le domaine de la morale ou de la religion, et qui désigne depuis le XIIe siècle l'action de s'interdire un acte, la renonciation, par principe, hygiène ou pénitence, à la consommation de certains aliments, à la satisfaction d'un plaisir. Alors je ne sais pas si le mot avait une connotation plus sympa il y a 800 ans, mais tu comprends pourquoi le mot n'a pas très bonne presse dans une époque comme la nôtre. Du côté des synonymes, c'est pas super glamour non plus. L'abstinence renvoie à l'austérité, au bannissement, au carême, à la chasteté, à la frugalité, à l'hibernation, au jeûne, au maigre, à la modération, à la mortification, à la privation, au renoncement, à la sobriété. En comparaison, les antonymes, c'est-à-dire les mots qui ont un sens contraire à abstinence, sont limite plus sympas, puisque le contraire de l'abstinence, c'est l'abandon, la bombance, la débauche, l'excès, la gloutonnerie, la goinfrerie, la jouissance, le libertinage, la noce. Immanquablement, ces termes convoquent en nous des affects qui ont meilleure mine. On n'y peut rien. On le voit bien, le concept d'abstinence n'est pas super vendeur. Depuis 800 ans, la représentation mentale que nous partageons au sujet de cette pratique évoque quelque chose d'austère, d'ascétique voire de masochiste, d'extrême voire de fanatique, en tout cas quelque chose de pénible, de rebutant et finalement d'assez inaccessible.
Or, on ne peut pas lutter contre une représentation mentale, ni contre les émotions qu'elle éveille au plus profond de notre inconscient. Autrement dit, tu auras beau te répéter que l'abstinence, c'est cool, il se peut que tu ne réussisses pas tout à fait à t'en convaincre. Et c'est un écueil, parce que la réussite du projet de se libérer d'une addiction a plus de chances d'aboutir quand toutes les instances en nous sont d'accord entre elles pour embrasser le projet. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, le terme d'abstinence convoque surtout de la réticence, de la démotivation, voire un blocage. Alors même qu'il s'agit tout simplement d'une pratique qui consiste à se mettre hors de portée des dégâts causés par une substance, en se refusant d'en devenir ou d'en rester le prisonnier et l'esclave. Donc en soi, c'est cool. D'ailleurs, les gens qui n'ont jamais touché à la nicotine, ou à l'héroïne, au crack, au cannabis ou à la cocaïne, ne sont pas du tout malheureux. Ils ne vivent pas une expérience pénible faite de privation et de renoncement. Et ils n'ont rien en commun avec les fanatiques qui s'infligent les pires privations pour s'imposer une ascèse à visée spirituelle. Mais rien à faire. Dès qu'on a prononcé le terrible terme d'abstinence, il est super difficile d'associer la représentation qu'on s'en fait avec l'image de quelqu'un d'équilibré et d'heureux. Personnellement, et bien que je trouve que l'abstinence est une pratique qui apporte beaucoup de sérénité, de confiance, de tranquillité, de sécurité et de simplicité, j'ai décidé pour mettre tous mes moi d'accord en mon fort intérieur, de lui substituer un terme plus motivant, plus dynamique, plus rebelle aussi et plus affirmé. J'ai dû me creuser un peu le citron, mais finalement, pour moi, l'abstinence, c'est un acte délibéré et libérateur de libération. Je pense que la notion de liberté que je ressens ne t'a pas échappé. Je formule les choses ainsi car pour moi, faire acte d'abstinence, c'est assumer sciemment mon émancipation par rapport à un produit dont j'étais l'esclave. C'est ma façon de m'affranchir moi-même d'une servitude que je refuse d'endurer davantage. Il existe d'ailleurs un terme juridique ancien, qui a basculé dans les oubliettes du langage courant, qui désignait l'affranchissement légal et reconnu d'un esclave. Il s'agit du terme manumission. La manumission, c'était l'affranchissement, l'émancipation officielle d'un esclave vis-à-vis d'un maître qui détenait les pleins pouvoirs sur lui. Alors plutôt qu'une vie d'abstinence, je parlerai plus volontiers d'émancipation, ou d'une vie d'affranchi, parce qu'il convoque une représentation beaucoup plus motivante, et beaucoup plus proche de ce que j'expérimente au quotidien. Alors fais comme tu le sens, moi je te donne ça, prends-le si ça te parle, et si tu as du mal à t'accommoder avec le terme d'abstinence. Le deuxième endroit où ça bloque souvent lorsqu'une personne addicte commence à envisager une vie affranchie d'un produit, c'est la sensation de se priver ou de renoncer à un plaisir bien mérité, ou à quelque chose comme un réconfort, voire comme un petit coup de pouce, une béquille, un truc rassurant dans les moments difficiles. Imaginer une vie émancipée de ses consommations, c'est sentir en soi l'éveil d'une inquiétude, d'une peur. Je parle de la peur que nos instants de vie soient moins intenses et moins enrichissants sans le produit qu'avec. Je parle de la peur que le produit nous manque à l'heure d'affronter des événements difficiles. Là, on touche à un aspect obscur du mécanisme de l'addiction. Il s'agit de l'état intérieur qu'on expérimente quand on ressent le manque psychique du produit. L'aspect physique du manque, qui se manifeste pendant les débuts de la période de sevrage, se résout assez vite, et le cerveau naturel finit par se remettre sans trop de casse. Cette période est relativement facile à surmonter. Le corps reprend ses droits, ça va moins mal, puis de mieux en mieux, jusqu'à ce que ça aille bien, et cette amélioration peut aller assez vite. Mais du côté du manque psychique, c'est un peu plus subtil, parce que ce qu'il faut désactiver, ce n'est pas seulement une cuisine neuronale et chimique, il faut aussi désactiver tout un ensemble de conditionnements. Il faut déconditionner des croyances, des certitudes et des convictions qui se sont installées sur du long terme, et qui se sont installées grâce à des messages souvent non conscients qu'il faut débusquer et déprogrammer. Et ça représente la plus grosse part du travail sur soi. Revenons-en à la notion de plaisir, par exemple. As-tu seulement conscience du nombre de fois où ton inconscient a enregistré que manger du sucre est un plaisir? Messages publicitaires, télévisuels, magazines, radio, ciné, éducation, exemple parental et social. Ça représente combien de fois le message que le sucre c'est trop bon? Les douceurs, les petits plaisirs, savoir se faire du bien, les petites récompenses, etc. Des milliers de fois le message? Des dizaines, des centaines de milliers de fois? Tu te souviens de la pub avec le môme qui buvait un grand verre de jus de fruits à base de poudre concentrée et qui ensuite traversait le couloir de sa maison transformée en rivière dangereuse avec un crocodile, le tout sur un morceau super sympa de Gotenner. Allez hop, on y va, en route vers l'aventure. On y va, il est là, buvons-en à gogo, on ne résiste pas. Eh ben moi j'adorais cette pub, et avec mes frères on faisait pareil dans notre couloir. Après avoir bu un grand verre de ce jus bien sûr, parce que ma mère qui aimait bien la pub, elle en avait acheté, et nous on était trop contents. Avec le recul, je le regarde différemment ce souvenir. Alors idem,
pour les aliments ultra transformés et pour l'alcool. C'est quasiment le même discours. On te les présente toujours parés des vertus dont tu rêves. Tel café réunit la famille. Tel dessert épate les voisins. Tel alcool fait de toi un mec, un vrai. Ou un Français trop classe. Etc., etc. Quand bien même tu aurais un regard critique sur la question, ton inconscient, lui, il enregistre des dizaines de fois par jour des messages qui t'incitent à t'abandonner aux délices d'un paradis promis. Et quand bien même tu te couperais de tout ce matraquage, il te suffit de te promener et d'observer autour de toi pour te rendre compte que le monde est un débit à ciel ouvert de drogues en tout genre, légales et illégales. Les supermarchés dégueulent littéralement de monceaux de trucs addictifs. Promène-toi dans une ville et observe. Là, tu peux t'achalander en médocs de toutes sortes. Là, ce sont des kebabs. Là, des pizzas. Là, des pâtisseries, des viennoiseries. Là, des sucreries. Là, du fast-food. Là, des sodas. Là, un débit d'alcool. Là, un débit de tabac, de vapote et de nicotine. Là, un débit de jeux à gratter et autres loteries ou paris. Là, un espace de jeux vidéo. Là, des commerces de trucs en tout genre, en assez grande quantité pour vider 10 comptes en banque, en achats de toutes sortes. Et au fond des impasses, ou derrière les portes cochères, tu trouves tout ce qui est illégal, n'importe où en France, jusque dans les hameaux les plus reculés. Entre simplement ne serait-ce que dans une station-service d'autoroute et promène ton regard sur ce qui garnit les rayons. Ce n'est pas compliqué. Pour quelqu'un comme moi qui ne supporte aucun sucre, je ne peux rien acheter de comestible dans une station-service. Absolument rien. Nada. À part de l'eau en bouteille. Il n'y a que des trucs addictifs. C'est juste hallucinant. Parfois, dans certaines stations, il va y avoir 5 radis et 4 micro-carottes douteuses qui se battent en duel dans un emballage plastique, le tout accompagné d'un petit pot de mayonnaise industrielle que jamais je ne mettrai pour rien au monde dans mon organisme. Mais même ce mini-effort, c'est pas dans toutes les stations-service. Tu ne t'en es peut-être jamais rendu compte, mais nous sommes toutes et tous constamment bombardés de messages qui nous incitent à consommer un ou plusieurs produits ou comportements addictifs. C'est quasiment impossible d'y échapper. Les pubs papier, numériques, les panneaux lumineux, les écrans qui parlent, à longueur de temps nous sommes bombardés de messages qui nous invitent à compulser pour le plaisir. Je ne te raconte pas tout ça pour te faire flipper, mais pour t'avertir que si tu cherches à t'affranchir d'une addiction, tu vas devoir ouvrir les yeux, apprendre à voir autour de toi et apprendre à repérer et à te mettre hors d'atteinte des mécanismes cachés d'un système qui s'est un peu emballé. Tout ça pour dire que quand tu crois que t'affranchir d'une pratique addictive, c'est renoncer à un plaisir, à une récompense, à un réconfort ou un soutien, tu es victime d'un mensonge collectif plus vieux que toi, très rentable, très alimenté, constamment présent, qui appuie de tout son poids sur des mécanismes profondément ancrés en toi. Au passage, c'est pour contrebalancer ce rabâchage permanent de propagande addictogène que je répète en boucle de garder à l'esprit que la seule façon sûre de ne pas devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne pas replonger, c'est de ne pas recommencer. C'est pour que ton cerveau conscient et inconscient entendent le message encore et encore. Alors pour celles et ceux qui ont la référence, c'est un peu la métaphore de la pilule bleue et de la pilule rouge, tout ce que je te raconte. C'est le choix entre continuer de s'aveugler et voir clair. Sauf qu'à l'inverse de Matrix, continuer de s'aveugler, c'est se condamner à la souffrance, et décider de voir clair, c'est gagner la liberté, l'autonomie, l'indépendance, la tranquillité et la santé. Il est important que tu comprennes que l'addict ne consomme pas parce que ça lui fait plaisir, ou parce que ça le soutient, ou parce que ça le réconforte, ou parce que ça le rassure, ou parce qu'il s'offre une récompense, ou parce qu'il est libre. Non. Il compulse parce qu'il souffre s'il ne compulse pas. C'est pour ça qu'il n'est pas présent avec les autres au discours d'introduction, à la cérémonie du mariage qui précède le vin d'honneur, au petit spectacle avant le dîner de fin d'année, ou aux différents rituels sociaux au cours desquels chacun s'oblige à patienter avant de partager le verre et le buffet. L'addict, lui, il se dépêche de sortir et de rejoindre ceux qui sont comme lui, qui se sentent un peu rebelles, qui sont saoulés par les discours et les rituels, c'est-à-dire en réalité ceux qui sont en manque. Le non-fumeur, ou l'ancien fumeur affranchi, ne réclame pas et ne ressent pas 15 fois par jour le besoin de se faire plaisir, le besoin d'un réconfort ou d'une récompense. Le non-buveur ne se tortille pas sur sa chaise en attendant de pouvoir sauter sur le buffet d'alcool. L'affranchi ne passe pas sa vie à attendre le moment où il va pouvoir allumer son clope pour se détendre ou sniffer sa ligne pour s'éclater. Il est naturellement détendu et décontracté, puisqu'il n'oscille pas entre compulsion et manque. Je vais donc introduire ici ma métaphore la plus raffinée, c'est celle des pots de saucisson. Ton cerveau des addictions, avec son dysfonctionnement de disque rayé,
te met des pots de saucisson sur les yeux quand le manque se fait sentir et tu ne vois plus rien. Quand il est repu de substance et qu'il a fait son job en t'orientant vers la compulsion, il y a un temps plus calme au cours duquel tu peux avoir des éclairs de lucidité sur la nocivité de tes consos. Et parfois, le fait de te sentir en manque, en plein dans les symptômes de descente, prisonnier de pensées noires, peut t'aider à voir que ton addiction est un esclavage qui ne t'apporte aucun avantage réel. Mais quand ton cerveau des addictions appelle, quand la dopamine se déclenche pour te pousser à consommer, alors à cet instant, tu ne vois plus que le côté soi-disant trop cool de la conso. Parce que le fonctionnement de ton cerveau des addictions court-circuite ta pensée rationnelle. En gros, tu n'y as plus accès. Tu passes en mode cerveau addict dérégulé. À cet instant, c'est impossible de voir ton addiction en entier, c'est-à-dire avec tout ce qu'elle a de triste, de moche, de pénible et de délétère. Ça me rappelle quand le proche que j'ai accompagné avait la nostalgie de l'exta. Un jour, il m'appelle. Il n'allait pas bien du tout. Il avait croisé en ville un groupe de fêtards qui revenaient d'un concert de techno et qui manifestement avait consommé de l'exta. Il en avait conçu une nostalgie très intense. À cet instant, il ne voyait que le côté fun, c'est-à-dire le côté défonce, et il occultait complètement tout le reste. L'enfer, l'hôtel, la paranoïa, les dysfonctionnements, la transpiration, la prise de poids, la clochardisation progressive, les scarifications, les douleurs physiques, la dépression. Au moment où nous en parlions, il n'arrivait même pas à s'en souvenir. Et c'est moi qui devais le lui rappeler. Je me souviens que je lui ai dit « Mais je comprends pas. Tu me dis que tu te sens dévasté à l'idée que plus jamais tu ne connaîtras le paradis de ces drogues. Mais je vais devoir te rafraîchir la mémoire parce que quand je t'ai récupéré, tu étais en enfer en fait. Je n'ai pas vu de paradis. Est-ce que tu te rends compte de l'aveuglement dans lequel ton cerveau des addictions plonge ton esprit ?» À cet instant, il avait un mal fou à remettre de la vérité et de la mémoire sur ce qu'il avait vécu. Il n'en voyait qu'un micro-fragment supposé lui faire regretter un monde illusoire qui n'existait tout simplement pas. Et cet aveuglement, devine quoi ? C'est un symptôme de manque. En cet instant, rien ni personne ne peut te raisonner. En cet instant, ton cerveau des addictions n'allume que les circuits qui t'incitent à prendre le produit. Quand tu n'es pas en manque, tu es un peu plus lucide. Mais quand tu es en manque, tu es dans le noir total. Il est très fort le cerveau des addictions quand il s'active. C'est très fort la dopamine. Il faut le savoir avant pour se protéger et pour garder son cap. Ça me fait penser aux sirènes de l'Odyssée d'Homère. La légende dit que pour dévorer les marins, les sirènes attirent les navires sur les récifs afin qu'ils fassent naufrage. Leur chant est si beau et si envoûtant que les marins qui l'entendent y succombent. Ils se laissent ensorceler, abandonnent leur bateau à la dérive et celui-ci se déchire sur les rochers. Sous le charme fatal de leur chant, les merveilleuses sirènes sont des créatures monstrueuses, hideuses, maléfiques et mortelles. Ulysse est un filou et il est futé. Il veut savoir mais il connaît les risques. Il a conscience qu'il ne va pas pouvoir résister au chant sournois des sirènes et qu'il va mener son équipage à sa perte. Alors il bouche les oreilles de ses marins avec de la cire afin qu'ils puissent rester concentrés sur la trajectoire du navire et sur leur objectif de navigation. Et il se fait attacher solidement à son mât par ses hommes. Il leur donne la consigne que quoi qu'ils fassent, ils doivent le laisser attaché et l'ignorer jusqu'à ce que le noir vaisseau ait doublé le cap des sirènes. Et heureusement qu'il prend toutes ces précautions, car il a beau s'agiter et hurler des ordres à ses marins, ceux-ci l'ignorent et l'emmènent hors de portée du chant. Mais le charme est si puissant qu'Ulysse en devient presque fou. C'est à cet appel que tu vas devoir résister. C'est cet appel que tu vas devoir reconnaître pour ce qu'il est. Tu peux t'attacher au mât de ta volonté, en jetant cendriers, briquets, tire-bouchons, décapsuleurs, chopes, boîtes de bonbons ou ce que tu associes à ta consommation. Ou en t'isolant provisoirement des lieux et des personnes associées à tes consos. Ça, ce sont des stratégies de protection payantes au moment le plus délicat du sevrage. Parce que c'est la meilleure manière de mettre un terme au renforcement compulsif. Mais tu vas devoir écouter et démanteler le chant des sirènes. Tu ne pourras pas faire autrement parce que ce chant a lieu dans ta tête. Et pour ne pas te jeter dans l'abîme et t'y noyer, pour ne pas rechuter, tu vas apprendre à entendre la vérité sous les mensonges. Consommer quelque chose d'addictif n'est ni une récompense, ni un soutien, ni un réconfort, ni un plaisir. Au contraire, la consommation chronique t'apporte 1001 tracas et te prive de tout un tas de plaisirs vrais qui deviennent hors de portée. Peu à peu, tu ne peux plus profiter du plaisir d'une balade au grand air, parce que ton cerveau des addictions n'associe plus le grand air à du plaisir. Au bout d'un moment, la compulsion prend toute la place. C'est la seule chose que tu as envie d'expérimenter. Et le grand air, t'en as rien à faire. Et aussi parce que ton corps en état de souffrance physiologique, ton corps qui commence à sérieusement galérer pour supporter quotidiennement tes consos,
expérimente plus de symptômes physiques désagréables que de plaisirs naturels. Donc ta consommation, peu à peu, dégrade tellement ta qualité de vie que bientôt tu n'es plus en mesure d'apprécier ce qui donne vraiment de la saveur à l'existence. Quand j'étais au fond de mon trou à cause de mes consommations de sucre et d'alcool, j'étais incapable de faire une simple randonnée sans souffrir comme une damnée. À cette époque-là, hors de question de danser le tango argentin, de porter des talons hauts ou de courir la campagne. J'avais tellement mal que je ne pouvais rien faire de tout ça. Mais j'avais tellement mal qu'il me semblait qu'un petit carré de chocolat ou une petite bière étaient mes dernières consolations, mes derniers réconforts. En vérité, la consommation compulsive ne résout pas l'inconfort, elle le provoque. Toi, tu cours derrière pour en sortir, comme un hamster dans sa roue. Il est temps de rouvrir les yeux et de cesser de les refermer. Tu ne vas rien laisser de précieux derrière toi en devenant abstinent. Il n'y a absolument rien à regretter. La conviction que tu te prives de quelque chose d'indispensable est le fruit de 2 croyances. Celle dont te bombarde ton cerveau des addictions, qui te pousse à la compulsion parce qu'il s'est câblé comme ça, et la croyance collective à laquelle tu es inconsciemment exposé depuis toujours, qui te vend un produit miracle qui n'est qu'un poison parmi d'autres. Le mal racine à tous les autres maux, c'est-à-dire tous les désagréments qui accompagnent ta consommation, désagréments physiques, matériels, dégradation de ton image de toi, de ta confiance en toi, etc. Le mal qui engendre tous ces maux, c'est la rumination mentale qui s'empare de toi et te pilote comme une marionnette. L'obsession qui grandit et qui devient insupportable. Il faut que je fume cette cigarette, que je boive cette bière, que je mange ce chocolat, que je clique sur cette vidéo, que je sniffe ce trait, que j'avale ce sandwich, que je prenne cet exta. Il le faut absolument et cette urgence grandit jusqu'au bord, semble-t-il, de la folie. Elle nous conduit à des endroits en nous-mêmes où nous accepterions toutes les compromissions pour la faire taire. C'est de ça dont tu vas être libéré quand tu comprends ces 2 principes fondamentaux. Premièrement, il n'y a rien à regretter. Deuxièmement, ces ruminations mentales s'emparent de toi à cause de la dernière dose que tu as consommée. Dose qui renforce le manque, la pulsion de consommer et qui te laisse seul face à cette panique. Ces ruminations qui te font croire que ton produit est magique et qu'il est absolument nécessaire à ton équilibre parce que lui seul a le pouvoir de transformer ta vie en mieux est née de ta première conso. Celle qui t'a fourni un énorme boost dopaminergique et qui a fait sauter tes câblages naturels. Et cette pulsion s'est renforcée avec chacune des doses qui se sont ajoutées les unes aux autres. Mais c'est un gros bug. Il se passe un phénomène dans ton cerveau que tu ne remets pas en question parce que personne ne te l'a jamais expliqué. Ça me fait penser au phénomène du déjà-vu. Tu vois ce que c'est ? Quand tu ressens la sensation super crédible que tu as déjà vécu cette scène. Alors bien sûr que tu n'as jamais vécu cette scène, parce que c'est impossible. Mais à ce moment-là, ton cerveau t'envoie le message que tu sais ce qui va se produire parce que tu l'as déjà vu. Et c'est super convaincant. Un peu comme les rêves d'ailleurs. Il faut se réveiller pour prendre conscience que nous étions en train de rêver. Car pendant le rêve lui-même, nous croyons totalement que ce qui nous arrive pour de vrai. Eh bien, le chant des sirènes, ou la croyance forte que tel produit ou tel comportement est un pur plaisir, c'est une erreur de routage. C'est un bug dans ton cerveau. Tu tiens pour vrai un bug dans ta matrice. Ta substance n'est pas magique. Elle n'améliore pas ta vie. Au contraire, elle en dégrade la qualité et l'expérience. Tu n'es pas lié à cette substance par une dépendance. Elle ne t'est pas nécessaire, elle ne t'est pas vitale, elle n'est ni merveilleuse ni extraordinaire, elle n'a pas le pouvoir de magnifier ta vie ou d'améliorer ton expérience de la vie. Et tu ne seras pas plus malheureux sans elle. Ta substance est juste addictogène. C'est un bug qui prend l'allure d'un gros mensonge ou d'un gros malentendu, renforcé par l'activité de ton cerveau des addictions qui ne sait pas t'orienter ailleurs que vers la compulsion. Et si les affranchis te donnent envie de fuir, ce n'est pas à cause d'eux. Ce n'est pas parce que ce sont de gros relous qui ne savent pas s'amuser. Ils te dérangent à cause de ton cerveau des addictions, qui par son mode de fonctionnement, façon disque rayé, te conduit à te convaincre que la vie sans substance est nulle. Et tant que tu ne démontes pas ce mensonge en le prenant pour ce qu'il est, tant que tu continues de croire que consommer ta substance est un plaisir bien mérité, un réconfort, une consolation, et que tu te prives de quelque chose de bien en t'en émancipant, tu es à risque de rechuter n'importe quand. Il va te falloir travailler sérieusement et profondément en toi. Je pense que tu peux y arriver. Et si je pense ça, ce n'est pas parce que je te connais, c'est parce que je me connais. Je sais ce que c'est de n'avoir aucune confiance en soi, de se croire nul, faible, sans volonté, de se croire monté de traviole, mal équipé, dysfonctionnel, je sais ce que c'est. Et très franchement, le jour où j'ai réussi à me libérer, j'ai compris que si moi j'avais réussi, c'est que le challenge est accessible à tout le monde. Alors je ne sais pas ce que ça te fait d'entendre mes mots, mais en ce qui me concerne, me replonger dans tous ces vieux souvenirs,
ça me donne un peu le sentiment de retraverser à pied les terres délabrées du Mordor. Alors pour ramener un peu d'air frais et de bonheur après les marécages amers et désolés que nous venons de traverser, je te propose dans le prochain épisode de te décrire le versant ensoleillé et rieur d'une vie affranchie et émancipée. Ce sera le thème de l'épisode 9. Ne décroche pas maintenant parce que ça vaut le coup de laisser tout ça faire son petit bonhomme de chemin, de le confronter à ton expérience et de pousser un peu plus loin pour voir s'il fait meilleur. Tu ne le regretteras pas, car non seulement tu n'as rien à perdre, mais en plus, tu as tout à gagner. Alors, rendez-vous à l'épisode 9. J'espère vous y voir nombreux et nombreux, et surtout j'espère t'y voir, toi. D'ici là, pense à laisser des commentaires, à partager le lien vers le premier épisode, à en parler à tes amis, à tes collègues, à ta famille, à tes réseaux sociaux, à liker, à t'abonner pour améliorer le référencement de mon podcast et soutenir mon travail. Et surtout, garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. À bientôt. Bye bye.